Monsieur Beau, bonjour. C'est votre immersif Bonjour. aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Eh bien, tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre programme. Eh bien, je m'appelle Jacques Beau. Je suis un ancien des services de renseignement stratégique de la Suisse, j'étais responsable des forces du pacte de Varsovie, y compris toutes les forces du pacte de Varsovie dans le monde. C'est-à-dire celles qui étaient à Cuba, celles qui étaient en Angola ou en Afghanistan, par exemple. Et après la guerre froide, j'ai été fortement engagé, surtout à vrai dire, par les Nations Unies, dans la crise du Rwanda, dans la lutte contre les mines antipersonnelles, parce qu'il se trouve que, alors que j'étais dans les services de renseignement, j'étais en contact avec le mouvement d'Ahmed Shah Massoud, et j'avais fait pour lui un manuel de déminage pour lutter contre les mines soviétiques qui étaient dispersées par hélicoptère et qui blessaient les enfants. Et j'avais fait un manuel de déminage. Donc sur cette base-là, les affaires étrangères suisses m'ont demandé de faire quelque chose, proposer une initiative de la Suisse pour le traité d'Ottawa. Et j'ai créé, enfin conçu et mis en place le centre de déminage humanitaire de Genève, qui est à Genève, et le système informatique qui relie toutes les emplacements dans le monde où il y a des mines et qui y a des situations de déminage. Ce système s'appelle IMSMA et il est déployé dans 60 pays aujourd'hui. Et sur cette base-là, les Nations Unies m'ont demandé de faire également de travailler un système de renseignement pour les missions de maintien de la paix. Et j'ai travaillé à ce problème-là et j'ai moi-même dirigé le premier grand service de renseignement multidimensionnel, c'est-à-dire civilo-militaire, dans la mission des Nations Unies au Soudan. Et puis, j'ai travaillé donc dans de nombreux pays africains. J'ai travaillé également en Afghanistan pour la mise en place de programmes de coopération avec l'Union européenne pour la sécurité du gouvernement suisse. Ensuite, j'ai travaillé, les Nations Unies m'ont demandé de travailler à la doctrine et de travailler comme chef de la doctrine, en fait, pour des opérations de maintien de la paix, notamment pour la protection des civils dans les opérations, des opérations de paix. Et j'ai fait ça à New York. Ensuite, l'Union africaine m'a demandé de faire le même travail pour l'Union africaine. Donc, je suis allé à Nairobi et j'ai travaillé là-dessus. Ensuite, finalement, l'OTAN enfin c'est le gouvernement suisse plus exactement, c'est pas l'OTAN qui m'a demandé. Le gouvernement suisse m'a demandé de prendre en charge la question de la lutte contre la prolifération des armes légères euh, à l'OTAN. Donc j'étais le seul Suisse travaillant à l'OTAN pendant 5 ans et qui est en charge justement des programmes de lutte contre la prolifération des armes légères en Afghanistan, enfin dans l'Asie centrale, dans l'Afrique du Nord, etc. Et voilà, donc ça c'est un petit peu voilà mon parcours professionnel. À part ça, euh, j'ai un master en économie et j'ai plusieurs diplômes post-grade en sécurité internationale de l'Université de Genève. Donc voilà, voilà en gros et très rapidement mon arrière-plan. J'ai écrit beaucoup de livres sur le renseignement, car pour moi, la perspective et la manière dont j'aborde la situation dans le monde aujourd'hui, dans mes ouvrages, n'est pas pour critiquer l'un ou l'autre, mais je déplore que les pays nous aurons l'occasion d'en reparler, mais que les pays, quels qu'ils soient d'ailleurs, ne travaillent pas selon les principes que nous avions lors de la guerre froide et qui permettaient d'avoir une approche beaucoup moins passionnelle des problèmes et qui nous permettaient d'avoir plus de recul par rapport aux événements, de façon à prendre des décisions plus calmes
si j'ose dire, plus réfléchie, avec plus de recul. Vous noterez que pendant la guerre froide, même d'événements dramatiques comme l'incident, enfin le drame qu'il y a eu avec l'avion sud-coréen en URSS qui avait été abattu par la chasse soviétique. Eh bien, même après ça, il y a pas eu de sanctions. Les pays ont essayé euh, comment je vais dire, l'Occident, l'Union soviétique, etc., ont essayé de travailler en bonne intelligence pour dépasser ces événements dramatiques et garder la proportion, en fait, entre ce qui est du ressort du stratégique, ce qui est de la ressort du droit international, d'avoir quand même justement un recul par rapport aux choses, de façon à ne pas mettre en péril tout l'équilibre qui faisait en fait sur lequel était basée la guerre froide, si j'ose dire. Aujourd'hui, il semble qu'on a perdu cette dimension-là. On n'est plus capable de réfléchir de manière rationnelle. On a remplacé, on fait de l'émotionnel une rationalité. Et ça nous conduit aujourd'hui à la situation qu'on voit de, de- 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 notamment en Europe, mais pas seulement, Ah ben de justement, pays qui ont on pris va en des parler. décisions. On va en On parler va en de parler, tout à l'Europe. fait. Mais Et, c'est permettez-moi de vous dire déjà quel beau parcours Jacques Beau. Et je vous demanderai, en évoquant l'Europe, de dire un mot sur le départ de la reine d'Angleterre et du Commonwealth. eh bien, bon, moi je suis suisse et, et définitivement républicain. Néanmoins, je dois dire que le départ de la reine d'Angleterre ne m'a pas laissé de marbre, si j'ose dire. C'était une personnalité attachante. Je pense pas seulement pour les Britanniques, mais je pense pour tous les Européens. Euh, c'est une personnalité qui incarnait une forme de stabilité, pas seulement une stabilité institutionnelle, mais une sorte de stabilité aussi dans... Alors ça vient aussi un peu de son rôle, hein, puisque constitutionnellement, en Angleterre, elle n'a pas grand-chose à dire, donc elle peut rester à l'écart de la politique d'une certaine manière. Elle regarde la politique de haut, et ça lui donne un recul, mais ce recul donnait un sentiment d'équilibre et de stabilité qui, aujourd'hui, je pense, manque à la communauté internationale. Alors, c'était pas la reine qui était en mesure de redonner ça à la communauté internationale, mais elle était une sorte de, 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 de comment dire, un point de référence, si vous voulez, en matière de stabilité. Pas oublier que moi, je n'ai connu comme souveraine ou comme souverain de la Grande-Bretagne qu'elle, en réalité, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, puisque nous sommes pratiquement une grande majorité de la population est née actuellement après son arrivée au pouvoir. Donc c'est un départ qui nous émeut. Mais c'est aussi une chose importante. Elle établit, et je pense que c'est particulièrement vrai pour les Britanniques, mais ça nous touche aussi un petit peu quand même, elle est le lien entre l'ancien empire britannique et la Grande-Bretagne du Brexit. Mhm. C'est-à-dire le moment où, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire britannique est presque à son apogée, d'une certaine manière, et c'est à partir de ce moment d'ailleurs qu'il va commencer à se désagréger sous l'effet des guerres d'indépendance, etc., qui toucheront d'ailleurs tous les grands empires. Euh, et donc, quel est un peu le lien entre cette période que j'ai vécue en Grande-Bretagne pendant quelque temps? Donc, je sais que les Britanniques restent quand même attachés à cette image impériale, de cette grandeur passée, comme le sont d'ailleurs les Français aussi. Hein. On voit dans ces grands empires, ces ex-grands empires, il y a toujours une forme de nostalgie et elle touche beaucoup les Britanniques. Et elle est le lien entre ce moment de nostalgie et puis la dure réalité d'aujourd'hui où on a une Grande-Bretagne qui est sortie de l'Union européenne,
qui est en proie à des difficultés intérieures assez considérables. Justement, Et donc, Monsieur quel est Beau, ce vous ne lien? pensez pas que les conservateurs au pouvoir depuis pratiquement Tony Blair et Gordon Brown, vous ne pensez pas qu'ils ont besoin d'une trêve pour se reconstruire? Écoutez, je ne suis sans doute pas le plus comment dire, le mieux indiqué pour parler de la politique intérieure britannique. Je connais ce qu'on en connaît, J'entends mais bien, ce n'est pas notre sujet, mais je voulais vous faire réagir sur la crise, plutôt c'est une crise multidimensionnelle que connaît la Grande-Bretagne depuis quelques années, à la crise financière, à la pandémie du Covid-19, au Brexit et à la crise ukrainienne. On peut ajouter l'héritage aussi de la guerre en Irak et maintenant la mort de la souveraine. Et juste avant le changement à la tête de l'exécutif, vous pensez que Liz Truss va arriver à aplanir toutes ces crises? alors, je ne pense pas que Liz Truss soit en mesure de planir. Enfin, j'ai pas de boule de cristal. Elle aura peut-être, on veut pas tirer sur le pianiste tout de suite. Mais elle ne me semble pas être de nature ou d'avoir l'intellect nécessaire pour régler des problèmes complexes. Elle a montré durant toute durant tout son mandat comme ministre des Affaires étrangères qu'elle avait une compréhension assez pauvre de la situation internationale, qu'elle répondait aux problèmes de manière dogmatique et non pas de manière réfléchie. Et je crois que là, on n'est pas tellement dans un domaine conservateur, travailliste, on est dans un domaine qui d'ailleurs affecte tous les pays européens. Nous avons des dirigeants qui aujourd'hui, à mon sens, n'ont pas les qualités intellectuelles nécessaires pour répondre comment dire, à la crise complexe que nous vivons depuis la crise financière de 2008, mais en particulier lors de la crise de la Covid. Et d'ailleurs, on le voit, si vous regardez la carte et vous regardez les taux de mortalité, vous apercevez que les pays qui ont qui ont eu le plus fort taux de mortalité sont les pays qui en fait ont les services de santé les plus performants, enfin soi-disant les plus performants, c'est les pays occidentaux. C'est les pays occidentaux qui ont eu la plus forte mortalité, plus que les pays africains, plus que les pays asiatiques. Dans les pays asiatiques où pourtant il y a des densités de population incroyables, et où avant la crise, juste avant la crise en 2019, l'indice de santé globale donnait des notes assez misérables à tous ces pays asiatiques. Eh bien, en réalité, ils ont beaucoup mieux résisté à la crise que nous. Ils ont pris des mesures qui étaient sans doute Plus plus drastique? drastiques, mais plus ciblées aussi, plus drastique, mais plus ciblé. C'est-à-dire qu'au lieu de, oui, si vous prenez l'exemple de la Chine, elle a jamais confiné ou mis en lockdown la totalité de sa population. Elle a au maximum touché quelques pourcents de sa population. Ils ont fait des lockdowns extrêmement serrés sur certaines villes, certaines régions, mais ils ont laissé le reste de l'économie fonctionner, alors que nous, on n'a pas trouvé d'autre solution parce on n'a pas voulu prendre le problème suffisamment tôt. On a finalement été contraint d'affecter l'ensemble de nos économies. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on se trouve, en plus naturellement de la crise ukrainienne, on se trouve dans une situation économique qui est mauvaise parce on a laissé, si vous voulez, pendant quelques mois, on a laissé se gripper notre machine économique, et puis il y a eu des effets de boule de neige, des choses assez insignifiantes auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais c'est simplement, par exemple, la disponibilité de navires pour transporter des containers et la disponibilité de containers d'ailleurs pour Monsieur Beau, les vous venez d'évoquer la crise en Ukraine et vous m'aidez à faire une belle transition. Et justement, ma question maintenant, c'est de connaître votre lecture sur cette crise en Ukraine. D'abord, l'invasion le 24 février par les forces russes. Vous pensez que Vladimir Poutine
n'avez pas d'autre choix que le passage par la guerre? Alors, je ne sais pas s'il n'y avait pas d'autre choix, mais je pense que ce n'est pas la vraie question qu'il faut se poser. D'abord, on a tendance à voir le début de ce conflit le 24 février 2022. Or, en fait, ce conflit a commencé en 2014. Et on a, à tort, accusé la Russie d'avoir été impliquée en Ukraine depuis 2014, ce qui est factuellement faux. Même si la Russie a accepté de reprendre l'Ukraine dans son giron. Je vous rappelle que la Crimée, pardon, pas l'Ukraine, la Crimée dans son giron. La Crimée est un peu le point de départ de notre manière de percevoir la crise de 2014. Mais la perception occidentale est faite, ou plutôt elle est affectée par le fait qu'on a écarté tous les éléments qui nous dérangeaient dans cette crise. Tout d'abord, il faut savoir que la Crimée était indépendante ou subordonnée à Moscou avant même que l'Ukraine soit indépendante. Donc la Crimée, si vous voulez, quand l'Ukraine est devenue indépendante, la Crimée était déjà rattachée à Moscou. C'est l'Ukraine qui n'a jamais accepté cette scission pourtant démocratique, puisqu'elle a été faite par référendum. C'était d'ailleurs le premier référendum et le seul, oui, le premier référendum d'autonomie qu'il y a eu en Union soviétique, et c'était en 1991. Et à ce moment-là, l'Ukraine a décidé, la population ukrainienne a décidé de ne plus être rattachée à Kiev, mais être rattachée à Moscou. Et Kiev n'a jamais voulu accepter ça. C'est pour ça qu'en réalité, en 1995, c'est l'Ukraine qui a annexé de facto la Crimée en renversant par la force le gouvernement qui était en place et en abolissant la constitution de Crimée. Donc en 2014, lorsque le gouvernement a changé de manière finalement très peu démocratique, et que surtout, et ça c'est l'élément déclencheur, ce gouvernement a décidé que les russophones n'avaient plus exactement les mêmes droits que les ukrainophones, et c'est là que tout le sud du pays de l'Ukraine s'est rebellé. Et on a des dizaines de milliers de manifestations qui se font dans tout le sud de l'Ukraine. Nous, on n'a pas voulu le voir ici parce qu'en Occident, on a voulu faire passer le changement de régime qu'il y a eu à Kiev comme un changement démocratique. Il n'était pas démocratique, il était tout au plus populaire et encore seulement dans sa phase initiale, lorsque Yanukovych a été renversé, on n'était plus avec quelque chose de populaire, on était vraiment avec des milices d'extrême droite qui l'ont renversé et qui ont d'ailleurs pas respecté les accords que Yanukovych avait fait avec les manifestants de Maïdan. Donc, c'est l'événement de la langue qui a déclenché toutes ces révoltes dans tout le sud. Et en Crimée, la population criméenne a dit, ben, puisque c'est comme ça, on reprend les droits que l'Ukraine nous a pris en 1995, on refait un référendum, ça a été le même référendum que celui qui avait été fait en 1991 et qui demandait le rattachement à la Russie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que le conflit vraiment, comment dire, le conflit a commencé à ce moment-là. On a mis cette faute sur la Russie, mais en réalité, ça arrangeait sans doute les Russes d'avoir cette solution. Mais c'est les Ukrainiens qui ont provoqué cette scission. Et depuis, il y a eu toute la crise du Donbass, pour lesquelles les Occidentaux n'ont jamais eu vraiment de compassion, parce que c'est un conflit qui a fait quand même des milliers de morts, pour lesquels les Occidentaux n'ont jamais vraiment exprimé de compassion. Juste parce qu'ils Et sont il est, russophones, juste parce qu'ils sont d'origine russe? non, je pense que les Européens étaient, comment dire, bon, les Européens sont anti-russes depuis très longtemps en réalité.
Ça n'est pas nouveau. La Quand vous dites période les soviétique n'a Européens, fait vous que parlez des hommes et des femmes politiques, des institutions européennes, de ce que moi j'appelle le triangle institutionnel, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Vous ne parlez pas d'Européens je pense globalement, plutôt des si, décideurs. je pense. Alors, ça va certainement dans les décideurs, mais je pense que la population européenne a toujours eu une forme de crainte à l'égard de la Russie, à tort ou à raison. Dans la période soviétique, on avait toujours cette crainte de l'invasion, etc. Et donc, Mhm, alors évidemment, cette crainte est évidemment beaucoup plus atténuée, par exemple en Suisse, dans mon pays, que dans les pays baltes, par exemple. Mais elle existe. Et ce qu'on voit aujourd'hui à travers les sanctions, c'est en fait une sorte de resurgence. D'ailleurs, je vous rappelle que la Suisse est le pays qui a adopté le plus de sanctions de tous les autres pays, y compris l'Union européenne, par mhm. rapport à la Russie. Donc, on voit bien qu'il y a quelque Et chose de ça, j'aimerais plus. tellement tout à l'heure, on ouvre une parenthèse et vous m'expliquez comment est-ce que la Suisse, qui est officiellement un pays neutre, a bien voulu adopter des sanctions et au-delà de celles que l'Union européenne donc a adoptées contre la Fédération de Russie. Mais allez-y, continuez. Oui, on va effectivement parler. Donc, le conflit, pour revenir au conflit, donc il est effectivement démarré en 2014. Et depuis 2014, enfin, depuis 2015, à partir du moment où les accords de Minsk II ont été signés, les Russes ont joint, vous savez que les deux parties des traités de Minsk, c'est d'une part les deux républiques autoproclamées à l'époque du Donbass, qui n'étaient pas séparatistes, comme le disent nos médias, mais qui étaient autonomistes, c'est-à-dire qu'elles ne voulaient pas se séparer de l'Ukraine, mais rester dans l'Ukraine avec des droits spécifiques liés à la culture, la langue, etc. Euh, il y avait donc les deux républiques d'un côté et le gouvernement de Kiev de l'autre. Et les garants de part et d'autre étaient pour Kiev la France et l'Allemagne, et du côté des deux républiques, vous aviez la Russie qui était garant. Et donc la Russie a incité la partie occidentale à appliquer ces accords qui n'ont jamais été appliqués, que la France, sous François Hollande et sous Emmanuel Macron, ont toujours négligé, pour ne pas dire refusé de faire mettre en place. Et évidemment, Kiev a systématiquement refusé cette mise en place qui imposait une réforme constitutionnelle, puisque quand on donne l'autonomie, évidemment, à des régions, qui n'étaient pas d'ailleurs seulement ces deux-là, il aurait fallu faire aussi une autonomie pour les parties magyarophones ou rouménophones qui se trouvent dans l'ouest du pays. Et donc, le gouvernement de Kiev n'était pas disposé à faire ça. Par conséquent, on est resté dans un statu quo en 2022. À En votre avis, 2022, Monsieur Beau, pour verser dans oui. votre sens, à quel moment vous pensez que la goutte a fait déborder le vase? À quel moment les autorités russes ont basculé dans la décision de faire la guerre, d'envahir l'Ukraine? Alors, ils ont basculé très très tard. Et je pense que cette décision a été prise au début, enfin dans la première moitié de février 2022. Auparavant, il y a de nombreux signes qu'il faut rappeler. Tout d'abord, en 2021, en mars 2021, Zelensky a émis un décret qui établissait la reconquête du sud du pays et de la Crimée par la force. Enfin, pas seulement par la force, mais aussi par la force. Et à partir de mars 2021, on a une mise en place régulière des forces ukrainiennes autour des républiques autoproclamées du Donbass, de façon à se préparer à une offensive. Et
on a des indications assez intéressantes quand même qui nous ont été données par le conseiller. Vous savez, dans mes livres, je ne prends comme source que les sources ukrainiennes, les sources occidentales. Je n'ai même pas besoin de prendre les sources russes parce que tout est dit en Occident. Simplement, on essaye de les écarter. En 2019, en mars 2019, le conseiller de Zelensky, enfin ce qui allait devenir son conseiller, qui était à l'époque sans doute son ami, puisqu'en mars, Zelensky n'était pas encore élu, Mhm. c'était Oleksiy Arestovitch, qui qui a expliqué que l'objectif de Zelensky, après son élection, c'était d'entrer en guerre avec la Russie. L'interview est visible sur YouTube, vous pouvez la voir. Et il explique assez bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il a dit il fallait entrer en guerre avec la Russie et que la défaite de la Russie serait la clé pour l'Ukraine pour entrer dans l'OTAN. Les pays de l'OTAN n'étaient pas très chauds pour faire entrer l'Ukraine, malgré les promesses, ils n'étaient pas très chauds pour faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et évidemment, cette entrée aurait créé des tensions considérables avec la Russie. Il fallait donc que la Russie soit fortement affaiblie dans l'impossibilité, si vous voulez, de fournir une réponse. Et c'était en fait le plan qu'Arestovitch a donné. Et il vous dit quand cette guerre aura lieu, il dit fin 2021-2022. Donc je n'invente strictement rien, vous pouvez le voir. Donc on est effectivement dans un schéma où il s'agissait de pousser l'Ukraine à provoquer une intervention russe. Euh, donc est-ce que la Russie avait le choix? Je pense qu'on a toujours le choix. Mais le problème était le suivant pour les Russes. Les Russes voyaient comme insoutenable l'idée qu'une population russophone soit sous la menace directe ou soit menacée dans son existence par une offensive, d'où qu'elle vienne d'ailleurs. Et les Ukrainiens, et pas seulement les Ukrainiens d'ailleurs, les Américains, parce que ce scénario a été décrit toujours en 2019 par des documents, on était alors sous l'administration Trump, on a deux documents de la Rand Corporation qui expliquent très clairement le déroulement des opérations. Et donc, il s'agissait de provoquer ceci. Et donc, on savait que les Russes ne seraient pas insensibles au fait que leur minorité soit attachée et qu'ils interviendraient. Le truc, c'était, et là on arrive directement à la société, à la situation qu'on a maintenant, le truc était que les Occidentaux ont réussi à persuader les Ukrainiens que la Russie serait tellement attaquée par des sanctions qu'elle s'effondrerait en quelques jours et qu'en réalité, la défaite de la Russie serait obtenue non pas militairement, mais par les sanctions. Et donc l'Ukraine vaincrait, si vous voulez, la Russie, finalement indirectement, ou plutôt elle serait l'artisan de la victoire, car le but, ce n'était pas vraiment que l'Ukraine gagne, c'est plutôt que la Russie perde. Et c'est pour cette raison que dès les premiers instants de l'intervention russe, on a une pluie, une avalanche littéralement de sanctions qui s'est abattue sur la Russie avec l'idée qu'elle, et d'ailleurs même le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, l'avait déclaré, on voulait l'effondrement de la Russie, l'effondrement de son économie, avec l'idée qu'avec cet effondrement, on provoquerait une révolte de la population russe contre le gouvernement et qu'on obtiendrait ainsi un changement de régime. Le problème est que ce scénario a été établi sur deux fausses prémices. La première, c'est qu'on a jugé, et d'ailleurs vous pouvez voir, si vous regardez les émissions sur France 5, etc., les économistes sont relayés pour dire que la Russie avait l'économie d'un pays comme l'Italie ou l'Espagne. Et donc une économie assez fragile, frêle. Ça, c'est la première fausse
faux élément. Le deuxième faux élément, c'était qu'en 2014, lorsque les Occidentaux avaient imposé des sanctions à la Russie, notamment sur les produits pétroliers, ça avait causé un effondrement de l'économie russe. Mais ils ont oublié un facteur, c'est que quand les sanctions ont été prises en 2014, les prix mondiaux des produits pétroliers se sont aussi effondrés. Ce qui fait que pour la Russie, il y a eu la superposition de deux phénomènes, l'effondrement des cours des produits pétroliers au niveau global, plus l'effet des sanctions. Et c'est pour ça que les effets ont été désastreux. En 2022, la chose était très différente. Tout d'abord, les Russes se sont préparés, ils savaient qu'ils allaient avoir des sanctions tôt ou tard, et donc ils ont consolidé, si vous voulez, leur économie. Ils ont fait une économie plus robuste, et on voit d'ailleurs qu'elle résiste très très bien aux sanctions. Et donc, elle n'est plus comme les économies de l'Italie, par exemple, qui est une économie extrêmement endettée, Mhm. alors que la Russie est un des pays qui est le moins endetté du monde, et par conséquent beaucoup plus résistante aux sanctions qui ont été imposées. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite de ça, les sanctions sont arrivées à un moment où, à la fin de l'événement de la Covid, les prix du pétrole ont augmenté parce que en fait, le prix de l'énergie, mais l'inflation en général, n'est pas due à la crise en Ukraine, mais est due en grande partie à la fin de la crise de la Covid, où les pays occidentaux ont mal su négocier cette crise, et ça a occasionné des raréfactions, des fermetures dans de nombreux secteurs et des raréfactions de certains produits qui a causé finalement un déséquilibre entre l'offre et la demande et qui a provoqué en réalité l'inflation. Et quand on a appliqué les sanctions notamment sur les produits pétroliers ou gaziers à la Russie, eh bien, on a appliqué ces sanctions à un moment où la conjoncture était à la hausse concernant ces produits. Donc, Mhm. les effets des sanctions étaient totalement annihilés, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui d'ailleurs, et ce que le Washington Post, mais aussi des médias financiers comme Bloomberg ont constaté, c'est que l'économie russe se porte à merveille, beaucoup mieux même que les économies occidentales, qui ont une inflation qui augmente, ce qui traduit d'ailleurs par l'augmentation des taux d'intérêt, des taux directeurs des pays occidentaux, alors qu'en Russie, eh bien, le problème est inverse. On a le rouble qui se renforce et l'idée, c'est plutôt d'abaisser les taux directeurs pour que le rouble ne soit pas trop fort. À ceci s'ajoute le fait que la Russie a été poussée dans les bras de la Chine, et on a un bloc eurasiatique qui s'est développé et qui a renforcé la confiance dans la Russie et dans la partie asiatique du globe, si j'ose dire, au détriment des Occidentaux. Et ça joue encore en défaveur des Occidentaux. Mhm. Donc, on a une suite de mauvaises décisions qui ont été prises en Occident. Bien, Monsieur Beau, moi je vous propose d'observer une petite pause et puis on revient pour nous attarder sur les sanctions de l'Union européenne contre la Fédération de Russie. À tout de suite. Très volontiers. À tout de suite.